مع جيزي عيشوا المستقبل من الآن واستفيدوا من إنترنت مهدات تصل إلى غاية 25 جيجا. للالتحاق بالجيل الخامس تقربوا من وكالات جيزي ونقاط البيع المعتمدة أو اتصلوا ب777. جيزي عيش المستقبل. The future is now. Bonsoir et bienvenue dans Cannes Show, votre rendez-vous quotidien dédié à l'actualité de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce soir, débrief des demi-finales disputées hier et retour sur la qualification du Sénégal et du Maroc pour la finale de la 35e édition avec l'équipe de Cannes Show. Sur ma droite, Karim, bonsoir. Khaled Mouchia, enchanté, bonjour. Khaled Mouchia, bonsoir. Bonsoir, Khadija. Nasser Dindrid est également présent. Bonsoir, Nasser. Bonsoir, Khadija. Et Faisal Salah. Bonsoir. Bonsoir, Khadija. Bonsoir à tous. Messieurs, on va commencer ce Cannes Show par la mort tragique du journaliste malien Mohamed Soumaré, présent à Rabat pour couvrir la Cannes 2025, retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel le mercredi. Consultant et expert reconnu du football malien, ancien officier média et du stade malien et responsable TV et médias de la Ligue professionnelle malienne. Il laisse le monde du sport et des médias sous le choc. Les causes de son décès restent inconnues et les enquêtes sont en cours alors que de nombreux témoignages saluent son professionnalisme et son engagement pour le football africain. Faisal Salah. C'est triste parce qu'à chaque Cannes, on est en train de perdre un des nôtres, un journaliste. Aujourd'hui, c'est un journaliste, c'est une encyclopédie. Moi, j'ai vu beaucoup de témoignages. J'ai vu des témoignages des collègues du Cameroun, du Mali, de l'Algérie. Il est né en Algérie, c'est un supporter du SM Al-Harrach. Il connaît très bien le football algérien, il aime le football algérien, il a montré ça durant toute sa carrière et sa vie. Aujourd'hui, c'est très difficile d'apprendre déjà cette mort tragique d'un journaliste en plein Coupe d'Afrique des Nations. On ne connaît pas déjà la cause de sa mort. Aujourd'hui, franchement, c'est triste, c'est une triste nouvelle. Mes condoléances à toute sa famille, ses proches, au journalisme sportif, parce qu'aujourd'hui on n'est pas en train de perdre juste un journaliste, on est en train de... confrère aussi. Un confrère, un frère et un ami. J'espère que les autorités trouvent déjà la cause de sa mort, parce que c'est déjà triste qu'on connaît... Il est parti au début du mois de janvier pour couvrir cette Coupe d'Afrique des Nations. Et il était motivé et il a même assisté au match d'Algérie. Il a parlé du match d'Algérie. Il était en train de défendre l'Algérie par rapport à l'arbitrage. Et aujourd'hui, quand on voit ce journaliste mort aujourd'hui dans sa chambre d'hôtel, c'est triste. Nos sincères condoléances à la famille du journaliste et au football malien en général. On va revenir à cette première demi-finale qui s'est déroulée hier entre le Sénégal et l'Égypte, et une victoire 1-0 pour le Sénégal face à l'Égypte. Khaled, tu as perdu ton... Ouais, déjà. Voilà. J'ai tellement bien senti qu'ils ont fait leur plus mauvais match de la Coupe d'Afrique, je crois. Justement. Statistiquement, ils n'ont jamais perdu de demi-finale. Leur première, c'est hier. Ouais. J'essaie de me défendre un peu. Paris perdu, donc de Khaled Mouchia, mesdames et messieurs. On ne sait pas pourquoi. Retour sur ce pari. Alors, donc, une demi-finale fermée, très intense, longtemps indécise aussi. Les Lions de la Teranga ont finalement maîtrisé le match avant de faire la différence. Alors, messieurs, quelle est votre lecture de cette demi-finale? On commence avec Karim. De toute façon, il y a deux lectures vu qu'il y a deux matchs. Le match, comme Khaled l'avait senti, que l'Égypte... Continue. J'aurais mis le couteau dans la plaie, genre C'est à cause de Khaled, c'est ça? Non, mais par rapport au Nigeria, en fait, le Nigeria qui avait aussi déclaré avant le match le fait de changer un peu sa stratégie et de jouer en bloc bas. Je pensais que c'était un peu de l'intox de la part du coach, parce que je me suis dit qu'avec le système qu'ils avaient, qu'on avait un peu décrypté ici,
de jouer en 4-4-2 avec au milieu avec un losange et deux en pointe, ce qui fait que sur les côtés, en fait, il y a beaucoup d'espace pour l'adversaire et d'être en bloc bas. Je me suis dit que c'est techniquement comme choix, c'est difficile parce qu'il y a toujours les latéraux adverses qui sont libres et qui peuvent centrer, donc l'adversaire peut toujours passer par les côtés. Avec ce genre de stratégie, généralement, on n'attend pas un bloc bas. Bloc bas, il faut 2 lignes de 4 et il l'a réellement fait, donc ça m'a surpris parce que je me suis dit que c'était donc un peu couru d'avance et qu'il donnait en fait un peu le bâton pour se faire battre et on a vu aussi que le Nigeria n'a pas été dominant, donc moi j'ai cette analyse un peu tactique de voir en fait. Moi, à titre personnel, dire voilà, quand on joue en 4-4-2 en losange, d'essayer d'attendre l'adversaire, c'est peut-être pas la meilleure des stratégies. Et hier, ça a donné raison. Et par rapport à l'Égypte, le match de l'Égypte face au Sénégal, l'Égypte qui pour moi a subi, a essayé de jouer en contre sur Mohamed Salah, ce qu'on avait dit un peu avant le match. Le Sénégal mérite sa qualification, est une équipe qui veut jouer, qui, moi je l'avais dit aussi au début de la compétition, et avec l'intervenant qu'on a eu hier soir aussi, c'est qu'il y a une vraie politique, il y a des vraies choses qui sont mises en place au niveau du pays, dans une vraie stratégie football, ou une continuité, et ça on le voit, on l'a vu, on voit le résultat en tout cas. Et pour eux d'arriver en finale, c'est aussi le fruit d'un travail depuis plusieurs années. Depuis plusieurs années, tout à fait. Alors Nasser, le Sénégal qui domine l'Égypte, grâce à Sadio Mané, se qualifie pour la finale. Un commentaire sur ce match, qu'est-ce qui a fonctionné du côté du Sénégal? Qu'est-ce qui n'a pas marché Qu'est-ce qui a manqué à l'Égypte justement? Sincèrement, j'étais très très déçu de la part de l'équipe égyptienne. Aussi le match n'a pas atteint l'apogée, on n'a pas vu un grand match de la part de l'Égypte. Pour ce qui est du Sénégal, ils ont imposé leur jeu. L'Égypte a réagi en fin de match. À la 84e minute, on a vu le premier tir de Mohamed Mustafa. Ils ont subi le match dès les premières minutes. Je pense que l'Égypte ne valait pas la peine d'aller en finale. Elle ne méritait pas. Le Sénégal mérite, oui. Chaque match a son contexte en fait. Moi, il m'a fait rappeler un peu le match des Égyptiens, il m'a fait rappeler un autre match à nous, contre le Nigeria. C'est-à-dire qu'on sort contre un match contre le Congo, où on fait un gros match et on pense qu'on a des armes pour pouvoir affronter le Nigeria qui est une grosse équipe, et l'Égypte pareil. Elle sort elle sort un gros match contre la Côte d'Ivoire, donc si elle a les armes, avec l'expérience en plus qu'elle a, elle a les armes pour pouvoir mettre en difficulté le Sénégal. Mais par contre, hier, ils n'ont pas existé du tout, comme nous contre le Nigeria. Il a fallu, je crois, à la 80e minute pour que Bounedjah fasse une première frappe, et tout à l'heure, Nasreddine a raison de souligner à la 84e minute pour que Moustapha fasse une frappe contre l'Égypte. Donc ils n'ont pas existé du tout. C'est pour ça que des fois, c'est de faire des paris, même si je l'ai perdu. Mais on essaie de se mettre sur une dynamique en regardant le match d'avant pour voir est-ce que émotionnellement ça va donner de la force, de la confiance. On s'aperçoit qu'en fait, d'un match à l'autre, l'équipe est fragile. L'Égypte, ça m'étonne parce qu'avec toute l'expérience qu'elle a, et je reviens sur les statistiques, ils n'ont jamais perdu de demi-finale. Quand ils arrivent dans une demi-finale, ils la passent et ils vont en finale. Là, ils n'ont pas existé du tout. Donc, belle victoire du Sénégal, méritée. Votre lecture, Faisal, par rapport à cette affiche Sénégal Par rapport à la prestation d'Égypte, ils ont subi au long du match. Au milieu de terrain, ils ont perdu la bataille. La bataille était gagnée par les Pape Gueye et Gana Gueye à certains moments. C'est vrai que le Sénégal a dominé la partie, mais en même temps, il faut souligner que le Sénégal a gagné grâce à un but de Sadio Mané et que c'était un tir de loin. Et là où le gardien égyptien, Chenaoui, n'a rien pu faire. Et moi, je pense honnêtement que c'était beaucoup plus une partie des stars, une partie des légendes et des leaders. Parce que c'est Sadio Mané qui a débloqué la situation. Après, la réaction des Égyptiens, comme il a dit Nassar, a un peu tardé à la 84e minute. On a essayé d'incorporer certains joueurs à l'image de Mustapha. Mais sans rien, ils n'ont pas apporté un changement ni dans le jeu
ni dans l'efficacité. Et au milieu de terrain, à certains moments, on a eu du mal à trouver Salah et Marmouche. Même Trezeguet n'était pas performant lors de cette partie. Et je pense que c'est le Sénégal qui était meilleur. Et ce qui est bien pour le Sénégal, c'est d'aller jusqu'en finale après 90 minutes de jeu et ne pas en allant jouer, en jouant la prolongation. Ça va les aider un petit peu sur cette finale. Dans ce genre de match, quand tu subis autant, même si tu fais les changements que tu veux, l'équipe elle est tellement sonnée que c'est compliqué de revenir dans le match. Et je reviens toujours à notre match à nous contre le Nigeria. C'est qu'à un moment, tellement tu subis, tu as beau faire les changements que tu veux ou le réajustement tactique, tu es tellement sonné que c'est compliqué de revenir. Hier, il y a eu une ultra-domination du Sénégal. C'est ça qui était surprenant. Il y a un moment, vous voyez l'image, c'était une attaque-défense dans la surface égyptienne. Quand même, c'est l'Égypte. Ça a été surprenant, mais bon, en même temps, voilà, c'est le Sénégal qui a montré. C'est le Sénégal. Exactement, qui a montré. Je suis content pour Pape. Il fait sa deuxième finale après celle des A'. Là, il l'a fait avec les. Et celle de 2022 aussi en tant qu'entraîneur adjoint. Oui, absolument, absolument. Mais là, ça va être lui en tant que numéro 1. J'espère que ce sera la même finalité. Vous allez nous parler. Pardon, Faisal ? Je vais parler de notre match face au Nigeria. D'après-match de l'Égypte face au Sénégal, on a vu Houssam Hassan aussi contester l'arbitrage et les cartons jaunes distribués à les premières minutes. Et je pense aussi, est-ce que c'est la physionomie du match qui a fait que l'Égypte est restée derrière en bloc bas? Est-ce que c'est... D'accord. On va revenir aux déclarations de Houssam Hassan justement après le match. Mais avant, on va accueillir Jamel Rachdi qui nous a rejoint en studio. Un peu en retard, mais il est là quand même. Un peu Jamel, en retard, bonsoir. oui. Avec la circulation qu'il y a Oui. sur Alger le jeudi, c'est pas pratique. Mais je tiens à rendre hommage à un des chauffeurs de Al 24. C'est un as. Il s'appelle Abdou, c'est un as. Eh ben, merci Abdou de nous ramener Jamel, surtout ça et sauf. Hein. Donc, sérieusement, c'était quelque chose d'extraordinaire. Merci D'arriver Jamel. à temps, plus ou moins à temps. D'accord. Bonsoir Jamel. Alors, Bonsoir. retour sur cette demi-finale, cette affiche entre le Sénégal et l'Égypte. Le Sénégal a largement dominé, comme l'a si bien dit Khaled. Ouais. Une lecture par rapport à cette demi-finale. Votre lecture? Très déçu par la sortie, au sens propre et au sens figuré, de l'Égypte. Vraiment, honnêtement, ils ont complètement raté leur demi-finale. Je m'attendais à mieux, parce que lorsque vous avez une équipe qui joue une demi-finale et qui n'a pas eu un tir pendant la première mi-temps, vous vous dites ce qu'ils sont venus faire. Mais finalement, je pense que le Sénégal méritait sa victoire, petitement. Et j'ai beaucoup de regrets lorsque je vois ces équipes-là être en demi-finale et l'Algérie éliminée, honnêtement. Parce que je pense que sur les 4 équipes en demi-finale, elles sont largement à la portée de l'équipe algérienne. Sans vantardise, sans flagornerie, sans rien du tout. Lorsque je vois l'équipe qui a, contre l'équipe algérienne joue, je pense que son niveau est supérieur aux 4 équipes qui étaient restées encore en lice. Et le Sénégal, moi je pense que c'est des habitués. Bon. Donc ils sont là-bas ils sont là pour essayer de remporter leur deuxième trophée. Et je ne sais pas si ça va être possible encore une fois. Karim est peut-être d'accord ou pas? Non, mais il peut développer en nous disant pourquoi. Pourquoi? Sur la qualité du jeu. Lorsqu'on joue une demi-finale, Karim, mais tu le sais très bien, tu as été un grand joueur. Je pense qu'il faut faire le minimum. Le minimum d'effort qu'il faut faire, c'est d'essayer d'arriver au but. D'essayer de concrétiser des actions, d'amorcer des actions, des attaques, et essayer de les concrétiser. On n'a absolument rien vu hier. Oui, Absolument rien. La question du pourquoi, c'était de dire... juste aller au bout de ton raisonnement en disant pourquoi ou qu'est-ce qui fait que, parce que tu dis voilà que l'Algérie a sa place et pourquoi elle l'a pas eu. Quelle a été la différence? Sur le niveau, parce qu'on n'a pas joué contre le Nigeria, tout simplement. Si on avait joué contre le Nigeria, on ne serait pas aujourd'hui rentré à la maison. Je pense que c'est ça qui donne un goût amer à la prestation de l'équipe algérienne. Vraiment, parce que si on avait joué sur notre propre jeu, avec nos propres capacités, on serait passé le Nigeria sans problème. Tu dis, Jamal, tu as raison, parce qu'on s'aperçoit en fait que toutes les équipes qui ont essayé de tenir ou de jouer bloc bas et de préserver le résultat sont toutes sorties. Ouais. Et hier, Sénégal a envoyé du jeu. Elle passe contre l'Égypte. Le Nigeria qui a envoyé du jeu contre nous passe. Nous, on est resté bloc bas, on est sortis. Hier, ils ont joué bloc bas, ils sont sortis. Donc en fait, arrivé à ce stade-là, c'est l'équipe qui propose du jeu généralement, et c'est positif, parce que ça veut dire que les gens sont offensifs, prennent des risques, arrivent à passer.
Donc peut-être qu'il y a un élément ou une réflexion à avoir sur comment aborder ce genre de match. Donc vous pensez que l'équipe nationale... Ouais, le Nigeria a joué hier, vous dites non, c'est pas Ce n'est pas la même équipe, hein. C'est pas cette équipe qui a joué Ouais. contre l'Algérie. On y reviendra sur ça. Il y a on tellement de écoute. choses, des non-dits. Voilà. Faut dire. Ok. Il faut dire. On va On en va- parler peut-être. On y reviendra. On écoute d'abord les réactions des joueurs sénégalais après la victoire et la qualification et on revient juste après. Je pense que c'était l'un des matchs les plus difficiles du tournoi jusqu'à présent, car nous affrontions l'une des meilleures équipes du monde et de loin la meilleure de l'histoire. Nous avons essayé de leur mettre un maximum de pression et d'éviter les erreurs. Finalement, nous avons réussi à marquer un but et je pense que nous méritions de gagner. Non, on savait qu'on allait jouer face à une bonne équipe d'Égypte. C'est une équipe très compliquée, ils défendent bien. Mais voilà, on a su trouver des failles et voilà, on est content ce soir. Non, je pense que c'est la qualité. Il y a beaucoup de qualité ici au Sénégal. Ensuite, la cohésion, parce qu'avec une équipe talentueuse, ça ne fait pas tout. Il faut de la cohésion et il faut un bon staff. Et je pense que c'est ça les ingrédients. Alors, Faisal Salah, Sadio Mané, encore une fois décisif. Il marque dans un moment décisif aussi et offre une belle qualification au Sénégal. C'est sa qualité de jeu, sa qualité de leader. Aujourd'hui, quand on a un Sadio Mané dans cette équipe sénégalaise, c'est que ça veut dire qu'on a aussi de la confiance et aussi de l'efficacité, parce qu'on a vu le match, c'était un peu compliqué, on n'a pas vu de grands arrêts par rapport à Chenaoui, on n'a pas vu des actions qu'on disait. C'est vrai que le Sénégal a gagné la bataille au milieu de terrain, mais en même temps, il n'a pas procuré beaucoup d'occasions. Aujourd'hui, quand on voit le but, c'est une balle, une seule touche, un tir très puissant. Il ne laisse pas le temps à Chenaoui pour intervenir. Et c'est un but, c'est aussi l'esprit gagnant de Sadio Mané, parce que c'est lui qui a instauré ça dans cette équipe sénégalaise. Moi, je me rappelle toujours, la référence pour moi, c'est en 2022, quand il rate le penalty. Après, il vient, il dit qu'on est là, on revient en cette finale et il marque après. Il gagne au tir au but face à cette même équipe égyptienne. C'est le même Sadio Mané qui a emmené le Sénégal en Coupe du Monde 2022 et face à la même équipe, c'est l'équipe égyptienne. Aujourd'hui, je pense que Sadio Mané, c'est un élément très important dans cette équipe sénégalaise pour Pape Thiaw. Et c'est le gars qui donne confiance, c'est le gars qui bouge, qui dicte le tempo et la façon de jouer pour le Sénégal, parce qu'à certains moments, on sait très bien quand on joue une équipe qui est coréace, qui est forte physiquement, on a des joueurs qui te disent soit avancer, soit on avance. C'est presque l'entraîneur. En comparatif avec Riyad Mahrez chez nous. Honnêtement, si je dois comparer Riyad Mahrez avec Sadio Mané, c'est un peu différent, c'est pas le même personnage. Pourquoi je vais développer. Riyad Mahrez, pour nous, c'est un peu un leader technique. C'est un gars, laissez-moi dire, c'est un gars très gentil et il réclame pas. Quand on voit l'autorité de, je suis désolé, Sadio Mané, c'est un gars qui va vers les duels. C'est-à-dire dans les duels, il est présent physiquement. Je parle physiquement. C'est-à-dire qu'il peut revenir jusqu'en défense. On l'a vu à plusieurs reprises, le gars qui revient jusqu'aux 18 mètres. Et il a ce qu'on appelle cette force, c'est Sadio Mané, il a cette force de parler aux joueurs, de parler avec l'arbitre et de gérer un match. Parce que je suis désolé, nous en Algérie, on n'a pas su gérer certains matchs depuis la Coupe du Monde, les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Là, on était éliminés dans des timings. T'es en train de m'endormir. Moi, je te parle de Riyad Mahrez, t'es en train de m'endormir. Là. Non. Tu changes de sujet. Mais laisse-moi terminer, Mais repose la question à Khaled. Est-ce que je peux développer? Vas-y. Brièvement. Brièvement alors. Vas-y. Brièvement. Parce que hier, tu disais que je driblais, donc là, tu es en train de dribbler. Non, je suis pas en train de dribbler. Honnêtement, Faisal, je pense que les deux joueurs ont des qualités, aussi bien Mahrez que Mané. Ils ont une influence sur l'équipe. Je pense que c'est la même influence. Si tu parles de Mané qui fait beaucoup plus de tâches défensives, on a vu Mahrez au cours de cette CAN faire des tâches défensives également et récupérer des ballons dans les 18 mètres, etc. La chance a souri à l'un et n'a pas souri à l'autre, tout simplement. Il a marqué, c'est le seul but deuxième but ou un but qu'il a marqué simplement. Non, je pense qu'il a marqué un seul but jusque-là. Deux buts. Un élément qui est important aussi, c'est que déjà l'équipe du Sénégal, elle est plus huilée Oui. dans le jeu. Ça joue.
Est-ce qu'on a joué, comme je dis, on a longuement parlé avec Karim par rapport à l'équipe nationale d'Algérie, est-ce qu'on a joué avec notre ADN? Il a choisi une stratégie, le coach, qu'on respecte, en bloc bas avec la transition. Est-ce qu'elle correspond aux joueurs qui étaient sur le terrain ou est-ce qu'elle correspond aux joueurs qu'on a? Ça, c'est un sujet de réflexion. Par contre, Sadio Mané, il joue dans une équipe qui correspond, dans une stratégie qui correspond aux joueurs qui a. Ils ont une identité de jeu. Exactement, et ils sont fidèles à leur identité. C'est ce qui est en place. Donc, ça permet aux joueurs d'être dans leur élément et d'apporter ce qu'ils savent faire. Sadio Mané n'est plus à présenter. Sadio Mané a changé de position. Parce que moi, je connais Sadio Mané. Avant, il jouait en pointe. Et là, c'est Jackson qui joue pratiquement en pointe. Il a toujours joué côté gauche. C'était beaucoup plus avec son club à Liverpool. Mais moi, j'ai vu même avec là où il jouait avec Ronaldo. Vas-y, la composition de l'équipe sénégalaise en 2022, en Coupe du Monde, qui jouait aux pointes. En 2022. Ouais. Il a tout le temps joué à son poste. Après, ça bouge beaucoup dans l'animation. Et il revient et il joue. Bon, son poste préférentiel, c'est le poste où il a joué à Liverpool longtemps. Par contre, je voudrais revenir sur une duel, parce qu'il y avait un match dans le match. La prestation de Salah qui a été... En à un moment, dans ce genre de match, à un moment, ces joueurs, la technique, ces leaders-là, doivent faire la différence quand c'est serré. Même si c'est vrai que le Sénégal a beaucoup dominé, je m'attendais à mieux de Salah quand même. Il a été mal noté en plus. En finale, ils seront handicapés par l'absence de deux joueurs, Koulibaly et Diarra. Oui, pour le prochain match, pour la finale. Ouais. Pour la finale. Nasser. Moi, je pense que dans une équipe, quand on a des stars, surtout, je parle de l'Égypte, Salah et Marmoush, les deux, hier, ils étaient absents. Parce que, bien sûr, le Sénégal a fait un marquage sur ces deux éléments. Donc, il n'y avait plus rien, il n'y avait aucune tentative en attaque. Je me rappelle, à la 60e minute, le Sénégal a fait 6 tentatives. Je réponds un petit peu à Faisal tout à l'heure, il a dit que le Sénégal n'a pas fait de tentatives. J'ai dit à la 60e minute, il avait fait 6 tentatives, alors que l'Égypte, 0. Moi, je ne parle pas des tentatives, parce que la tentative, c'est une tentative. Mais moi, je parle d'une occasion nette. Mais parce que l'Égypte, ils étaient bien placés en défense. Oui, c'est ce que j'avais dit. Ils ont joué comme en bloc bas. Donc, il n'y avait pas de solution. Et en plus, c'est le premier but marqué en dehors des 18 mètres depuis 2019. En demi-finale. C'est le premier but. Contrairement au match contre la Côte d'Ivoire, où ils ont joué avec leur qualité. C'est pour ça. Ils ont joué haut, ils ont marqué 3 buts. Ils ont marqué 3 buts. Merci, ils ont encaissé 2 par la suite, c'est vrai. Mais merci, c'est pour ça que j'ai pensé que l'Égypte allait faire quelque chose hier. Merci, on a tous pensé la même chose. Et je te rappelle qu'il a perdu son pari aussi. C'est pas grave. Parce qu'il n'était pas là. D'accord, donc... L'essentiel, c'est que tu tiennes... ça part du marché. Ok, on va écouter ensemble, messieurs, la déclaration de Houssam Hassan après ce match, après cette demi-finale, et on revient juste après. Nous n'avons pas eu assez de repos, nous n'avons joué qu'après 3 jours de repos, 2 jours seulement. Puis le 3e, nous revenions d'un voyage. Je l'ai dit hier en conférence de presse. Comparer le nombre de jours de repos des 2 équipes qui joueront demain et celui de notre match d'aujourd'hui. Je suis désolé pour mes joueurs, car nous n'avons pas eu le temps de récupérer. Nous n'avons eu le temps de rien faire. 2 jours de repos, puis un entraînement léger, le 3e jour. Quand est-ce que je peux leur accorder du repos ? Quand est-ce que je peux leur permettre de récupérer ? Cela n'a pas été possible, mais je suis satisfait de mes joueurs. Ils ont très bien joué. Les erreurs ou les problèmes sont de ma responsabilité, pas de la leur. Alors, le sélectionneur Houssam Hassan a dénoncé la fatigue de ses joueurs, les longs déplacements, le repos inégal entre les 2 équipes. Un commentaire sur cette déclaration qui va commencer ? N'importe quoi. Honnêtement, pour justifier sa défaite, la qualité du jeu développé contre le Sénégal, c'est du n'importe quoi pour moi. Parce qu'il avait tout le temps de faire reposer ses joueurs au cours des matchs. Notamment contre la Côte d'Ivoire, peut-être qu'il aurait pu faire reposer ou bien faire sortir un petit peu certains remplacements, faire les remplacements nécessaires.
Lorsqu'il a fait sortir hier de certains éléments, moi je me suis dit pourquoi il fait sortir tel joueur et pas un autre. Donc je ne pense pas que ce soit la raison valable. Je pense que l'Égypte n'a pas joué. Et c'est ça la grosse déception aussi, même auprès des supporters et spécialistes du football en Égypte. Le déplacement, est-ce que ça joue, est-ce que ça a un impact vraiment sur la prestation d'une équipe? Alors sur ça prend de l'énergie, certes. Après, de mettre toute la responsabilité là-dessus, c'est un autre sujet. Généralement, ce qui se passe, c'est que quand on n'a pas d'argument et qu'on n'arrive pas à trouver les clés tactiques, ben on mise sur l'énergie. Et en fait, c'est là où il n'y avait pas la possibilité parce que l'énergie, ben, il n'y en avait pas autant. Donc les joueurs, ils ne pouvaient pas compenser par eux-mêmes des manquements tactiques. Généralement, c'est ça, si on va un peu plus en profondeur. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'analyse les choses. Où ça m'est arrivé, le nombre de fois où ça m'est arrivé, où l'entraîneur, il vient à la mi-temps et il dit les gars, il faut se bouger, il faut courir. Mais en fait, on ne peut pas parce qu'en fait, on n'est juste pas en place. Moi, je vais sur un joueur, il fait la passe à l'autre, ainsi de suite. On court dans le vide. Et du coup, ça prend de l'énergie. Et c'est là où après, on peut avoir l'impression de dire oui, mais en fait, on est fatigué, mais c'est parce qu'on court dans le vide. On ne court pas efficacement. Ouais, et ça crée de la frustration. Et moi, c'est ce que j'ai ressenti un peu avec notre équipe nationale, très clairement. Hein. C'est-à-dire que les joueurs, tout le monde dit qu'ils étaient fatigués, ils étaient out. Non, ils ne l'étaient pas. Juste, ils couraient à chaque fois dans le vide. Donc, ils couraient. Il y en a, ils pressaient. Ce qu'on avait montré, il y en a, ils pressent. Il y en a un deuxième qui suit, le troisième, il ne suit pas. Ben, il y a le troisième qui est libre. Du coup, il y a la passe qui est là. Et du coup, c'est tout le monde qui court un temps en arrière. Et c'est souvent ce qui se passe. Donc, Après, je pense que ça peut être une explication si c'est dans la dernière demi-heure peut-être d'un match. Mais là, dès le départ, ils ont adopté cette stratégie et dès le départ, ils n'ont pas existé en fait. Moi, c'est ça. C'est pour ça que je reviens toujours entre le match d'Algérie et Nigeria. C'est pas d'avoir perdu, c'est de l'impression de rien avoir tenté. Tu peux perdre. C'est le football, comme je dis, il y a 32 équipes, il y en a qu'une qui va prendre la Coupe d'Afrique. Mais au moins jouer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les entraîneurs qui ont joué sont récompensés. C'est peut-être aussi un sujet de réflexion. Ceux qui jouent en bloc bas, qui sont minimalistes et qui veulent juste pas encaisser, essayer de faire un contre ou marquer sur un coup de pied arrêté, aujourd'hui, ils sont sortis. Est-ce qu'il ne va pas falloir repenser la façon d'aborder ce genre de match? C'est ce qu'il faut dire, c'est-à-dire que dans un match de foot, courir après la balle fatigue beaucoup plus que quand on est actif et quand on va vers l'avant. Personne n'aime défendre. Les joueurs. Et quand il faut courir derrière ou courir derrière son adversaire, les courses vers l'arrière, elles font 2 fois plus mal que les courses vers l'avant où on essaie de jouer, on essaie de créer des choses. Exactement. Tout à fait. On s'arrête pour une page de pub, messieurs, et on revient pour continuer le débat. Bienvenue dans la deuxième partie de Cannes Show. On parlait de la demi-finale qui avait opposé le Sénégal et l'Égypte. Moi, je voudrais revenir avec Khaled sur Pape Thiaw. On a parlé hier de cet entraîneur. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut comparer la trajectoire de ce coach à celle d'Aliou Cissé avant le sacre de 2021? Non, on ne peut jamais comparer. Pape, avec tout le respect et avec tout le mérite qu'il a, cette équipe, elle existait déjà. Donc il a apporté quelques ajustements, mais elle existait déjà, contrairement à Aliou Cissé, qui peut-être l'a créée et qui a fait en sorte de la faire grandir, cette équipe. Donc ils ont tous les deux autant de mérite, mais je pense que ce n'est pas comparable. Je pense que Pape est dans la continuité. De toute façon, c'était préparé dans ce sens-là. On en a parlé hier avec Kader Mangane, Karim et tout le monde sur le plateau. Donc il a quasiment trouvé l'équipe qui existait déjà. Il a réajusté par certains joueurs. Et aujourd'hui, c'est pour ça que c'est huilé quand on voit le Sénégal depuis le début du tournoi. Hein. Ils ont toujours joué de cette manière, ils ont toujours dominé, ils ont toujours créé des occasions. C'est pas en un mois, hein. Ça fait quelques années qu'ils sont sur cette stratégie, sur cette identité de jeu. Donc, les comparer, non, ils ont tous les deux autant de mérite, mais Aliou Cissé aussi a fait un gros travail de fond. Et aujourd'hui, le Sénégal, de manière générale, en récolte les fruits. Et la question qui se pose, oui. On regarde en fait le style de jeu de l'équipe A. C'est le même style de jeu que l'équipe A'. C'est qu'il y a cette continuité. Quand on parle de continuité, si on essaie d'analyser un peu plus concrètement, c'est-à-dire que c'est une vraie philosophie du pays, de fédération, avec un projet de jeu sur lequel il y a cette continuité-là. Le coach qui passe des A' au A, il ne change pas sa façon de jouer et les joueurs sont déjà prêts. Et donc en fait, c'est assez simple cette continuité-là. Continuité. Karim qui était avec vous, contre vous à la finale, Camara, Yamine. Ouais. Il fait la Coupe d'Afrique, je crois, en Côte d'Ivoire. Il était un genre de numéro 8 contre vous. On le retrouve en Coupe d'Afrique numéro 8. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il a toujours existé. Il a juste changé d'équipe et de partenaire.
Ouais. Mais donc les joueurs arrivent à rentrer dedans plus facilement, il n'y a pas de temps d'adaptation, c'est direct, c'est fluide. C'est pour ça que c'était, moi le sujet d'hier, j'ai trouvé intéressant parce que c'est peut-être un sujet de réflexion qu'on devrait avoir ici au niveau national. Aujourd'hui, la question qui se pose, est-ce que Pape et le Sénégal vont rééditer l'exploit réalisé en 2022? Ils ont la qualité, ils ont les moyens, mais après c'est très difficile de dire qu'ils vont en gagner ou pas parce qu'une finale, ça se joue sur plusieurs paramètres. Mais aujourd'hui, si on voit leur équipe, les paramètres, déjà il faut qu'on joue avec la bonne tactique. C'est déjà ça, parce qu'on a vu qu'on parle depuis Le tout à Sénégal, ils l'heure. vont jouer pareil, ils ne vont pas changer de tactique. Là. On ne sait pas. Le Nigeria, il a toujours joué mode offensif. En fait, les tactiques, d'une manière générale, quand on parle de tactique, excuse-moi, je te coupe, c'est jamais offensivement, c'est défensivement. C'est-à-dire c'est s'adapter quand l'adversaire a le ballon, comment on les bloque. Après, offensivement, c'est les mouvements, on ne va pas les changer, on ne va pas changer la façon de jouer une équipe, encore moins en 3 jours. Mais c'est juste de dire, voilà, on a un adversaire qui ressort le ballon de telle et telle façon, comment on arrive à les orienter de telle façon pour la récupérer et après nous jouer notre jeu. Je suis d'accord, mais après, quand on voit par exemple le jeu de Nigeria, ils ont joué en bloc bas et à un moment donné, c'est comme si on a supprimé Lookman, on ne le voyait plus. Parce que les lignes, il y avait plus d'espace entre les lignes, il y avait moins de passes, moins d'animation dans le milieu de terrain du Nigeria. Aujourd'hui, si on parle du Sénégal, c'est leur façon de jouer, elle va définir en quelque sorte comment la physionomie de match ça va être en finale. Aujourd'hui, si on parle de Pape Thiaw, ce qu'on voit, c'est que c'est un jeu offensif, c'est un jeu, là on utilise aussi les arrières droit et gauche, et on a aussi ce qu'on appelle un bon riche. Mais on ne peut pas juger, on ne peut pas dire qu'ils vont gagner une finale. Il y a plusieurs paramètres. Il y a aussi la condition physique des joueurs. Il y a aussi l'arbitre du match, comment il va arbitrer. Il y a plein de paramètres pour gagner une finale de Coupe d'Afrique. Il n'y a pas que ça. Une finale, personne, c'est à l'avance. C'est toujours indécis. Par contre, il y a un paramètre que tu n'as peut-être pas, ou peut-être je n'ai pas entendu, c'est la gestion des émotions. Mais là, on va jouer contre une équipe qui est habituée au final et une autre qui n'en a pas. Une équipe qui joue à domicile, une équipe qui va jouer dans un milieu hostile. Donc tous ces paramètres en termes d'émotion vont être importants, je pense, lors de cette finale-là. Jamal, moi je vais revenir avec vous sur Mohamed Salah. La CAN ne sourit toujours pas à Mohamed Salah, 5e participation, 5e déception. Je pense qu'elle ne pourra plus lui sourire. Je pense que c'est sa dernière. Hein. Il manquera toujours un trophée. On peut être un grand joueur en raflant pas mal de trophées. Et on peut rater un trophée comme la CAN. Hein. Vous savez, il y a des joueurs qui sont passés à côté d'une grande carrière footballistique et qui n'ont rien eu. C'est ça le destin de chaque joueur. Je pense qu'il va se contenter maintenant d'aller jouer en Arabie Saoudite pour essayer de glaner un titre quelque part avec l'équipe où il va jouer, parce que je pense que ça va être sa destinée. Non, je pense pas. Je pense pas qu'il va renouveler à Liverpool. Pratiquement, il est indésirable à Liverpool maintenant. Donc, surtout que l'équipe ne tournait pas rond avec lui aussi. Et il a raté quand même pas mal de matchs aussi. Je pense pas qu'il va continuer à Liverpool. Je pense pas. Nasser, Mohamed Salah qui gagnera probablement jamais une Coupe d'Afrique. Il va signaler jamais. Bien que l'année prochaine, il y aura encore une autre Coupe d'Afrique. Hein. En 2027, il y aura une Coupe d'Afrique. Et en 2028, il y aura une Coupe d'Afrique. Et à partir de 2028, tous les 4 ans. Et à partir de 2028, tous les 4 ans. La prochaine aura lieu entre la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya, en 2027. Et celle de 2028, normalement, elle devrait être attribuée à l'Éthiopie, sauf si il y a des choses qui vont avoir lieu en coulisses pour essayer d'enlever ça à l'Éthiopie. Je pense qu'il va revenir en équipe nationale. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être que d'ici l'année prochaine, il pourra peut-être encore être sur ses jambes. Avec cette déception, je ne pense pas. Peut-être, je ne sais pas. Parce que moi, je pense qu'il est victime, surtout dans ce match, victime de la tactique de son entraîneur. Le mettre devant avec Mermouche seulement, avec 2 attaquants, et une défense, surtout le milieu de terrain de Sénégal, comme on le sait, très fort. C'était calculé dès le départ qu'il allait faire absolument durant ce match. Mais on a vu qu'il n'avait pas reçu beaucoup de Il n'a pas reçu. ballons. C'était des ballons suicides. Hein.
Ils couraient derrière le ballon. Il y avait à chaque fois un ou deux défenseurs devant. Donc, c'était difficile quand même de s'en tirer quand même. Pour ça. Karim, c'était la dernière CAN de Mohamed Salah et aussi celle de Riyad Mahrez. Riyad Mahrez avait remporté un sacre en 2019. Mohamed Salah, non. Moi, je voudrais savoir que représente une déception pareille pour un joueur qui a tout raflé. Une déception, la déception elle est pour tous les joueurs quand on est éliminé d'un tournoi ou quand on perd un match, il y a une déception. Après, voilà, il n'était pas non plus garanti qu'il fasse quoi que ce soit, qu'il la gagne ou que. Ce qu'on disait sur le plateau, oui, il est là, il est motivé, il veut à tout prix la gagner, il va se donner à fond. Il n'est pas tout seul sur le terrain à vouloir décider, il ne suffit pas de vouloir. Il faut aussi avoir l'équipe autour qui fasse le job. Moi, je ne voyais pas trop l'Égypte aller loin parce que c'est plus le jeu de l'Égypte de l'époque. La grande Égypte, on n'est plus là-dedans à l'époque. Et on ne peut pas vivre dans le passé non plus. Voilà, donc non, mais à l'époque, c'était un jeu qui était impressionnant, ils dominaient, ils avaient un temps d'avance un peu sur tout le monde. Là, maintenant, c'est plus le cas. Donc, c'est une équipe qui se bat avec ses moyens. Mais qui est un petit peu, je dirais, il y a les autres équipes, je dirais le Sénégal, pour moi, je les vois dans le jeu supérieur, je les voyais déjà supérieurs. L'équipe progresse quand l'Égypte ne progresse plus, en fait. Elle fait la finale, je crois, il y a 2 dernières éditions, je crois que c'est au Cameroun. Elle fait la finale et à chaque fois, c'est toujours poussif. Et la demi-finale qu'elle fait hier, c'est encore pire. Jamel et Nassaddin ont bien signalé. C'est-à-dire que les seuls ballons qu'ils ont touchés, c'est sur des jeux longs ou du jeu direct. Il n'y a rien qui a été. Ça a été pauvre hier, l'Égypte, en fait. Très, très pauvre. Il n'y a pas eu un tir, il n'y a pas eu un tir. Pris à la gauche, n'arrivait pas à faire 2-3 passes consécutives. C'est ça. Même dans leur camp. Non, parce que honnêtement, ils n'ont pas cette qualité de grands joueurs qui peuvent faire le jeu. Ils n'ont plus des Aboutrika, ils n'ont plus de joueurs de valeur. C'est pour cette raison qu'ils sont quand même que tout le destin de l'équipe est entre les mains dans les pieds de Marmouche ou de Salah. Si c'est pas ces deux-là qui font la différence, je ne vois pas qui pourrait faire la différence dans cette équipe. Vous voyez aussi que un peu c'est ça qui est toujours intéressant, c'est un peu d'analyser un peu notre travail ici, d'analyser un peu ce qui se passe d'un point de vue projet de jeu d'une équipe comme ça, parce que quand on regarde le Sénégal et ce qu'on a entendu hier soir, on voit que dans les années à venir, le Sénégal va toujours jouer un rôle important, parce qu'il y a quelque chose, il y a un renouvellement, il y a une vraie stratégie, il y a quelque chose derrière de costaud qui a été pensé et étudié justement pour être performant dans la durée. Donc voilà, c'est des sujets intéressants qui nous concernent aussi en Algérie. Avec, je crois, Sadio Mané qui dit que ça va être sa dernière Coupe d'Afrique. Sa dernière aussi Coupe d'Afrique. Par rapport aux jeunes qui sont entrés lors de ce tournoi. Mais ça n'a pas été le joueur qui était au-dessus et qui a porté toute l'équipe. Je veux dire, il joue, c'est bien, c'est un plus, mais il ne joue pas, l'équipe, elle est performante. Oui. Ouais, c'est ça. Et tu vois, en fait, c'est même si. Surtout dans cette édition. C'est presque passé inaperçu qu'il annonce sa retraite. Tellement, en fait, il y a déjà des joueurs qui sont là pour le remplacer, quoi. Alors que Sadio Mané, c'est Sadio Mané. Ouais. Il n'a pas pesé de tout son poids sur la rencontre. Il y a eu le tir, effectivement, mais si Chenaoui était mieux placé, parce qu'il aurait pu capter Bon, c'était vrai, c'était un bolide. Il ne s'attendait pas à un tir, parce que la balle est revenue d'un contre favorable. Il était bien placé. C'est la défense qui était tellement... Qui n'avait pas obstrué. Personne ne s'est jeté. Combien de joueurs sont à l'intérieur de 18 mètres? Regarde. On n'a pas vu la balle arriver, c'est tout. C'était bien placé. D'accord, non. La rapidité de l'exécution du tir, c'était juste formidable. Oui, mais regarde combien il y a de défenseurs. Regarde combien il y a de défenseurs. Pas un seul n'a contré le tir. Pas un seul. En fait, ils sont tous dans leur Moi, qui descend, ça fait Regarde, 10 joueurs. 10 joueurs pratiquement. 10 joueurs. T'as l'impression qu'ils gagnent 1-0 et qu'il reste 10 minutes. 0-0, ils sont à 77e, mais ils sont tous dans leur surface. C'est vraiment un signe d'impuissance hier. 10 joueurs et on laisse passer un tir pareil. C'est pas possible. Même on voit, ils sont tout le temps libres entre eux. Les Sénégalais, ils sont entre les lignes. Absolument. Et il y a toujours un joueur qui est libre. Regardez, là, ils sont Exactement. pas attaqués. Il est là pour la deuxième balle. Même là, si vous voulez qu'on décrypte un tout petit peu, si vous pouvez remettre un peu à l'écran un peu les jeux. Regardez, quand on dit courir après le ballon... Est-ce que vous pouvez nous mettre, s'il vous plaît, l'image à l'écran? Très bien. On voit tout le temps, on voit les Égyptiens qui courent toujours derrière le ballon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, ils savent pas qui, et ils sont tous en train de regarder le ballon. Ah, il y en a un, regardez, ils y vont tous, il y en a 2 qui sortent là, il y en a 2 qui sont en train de sortir dessus, même 3.
Et là, derrière, du coup, il y en a un qui est libre, il tire, mais voilà, c'est Sadio Mané qui se retrouve seul. Voilà, Parce que normalement, en fait, il y en a un qui sort sur le porteur du ballon, et il y en a un qui reste là à droite à couvrir Sadio Mané. Si vous remettez la scène, regardez là, il y en a deux qui sortent, et Sadio Mané qui se retrouve seul. Et le ballon, il arrive sur lui. Alors que normalement, c'est un peu étudié, structuré. Et là, il lève les bras en disant oui, c'est à qui de sortir dessus. Donc il faut que de subir. C'est ça que le nombre, en fait, mettre du nombre défensivement, ça suffit pas. Si vous n'avez pas aussi comment on appelle ça, les consignes qui vont avec. C'est-à-dire là, ils sont 10 derrière, mais comme l'a dit Karim, c'est-à-dire que même en étant toute l'équipe derrière, ils sont toujours en retard. Ouais. Toujours en Là, il y en retard. a deux Donc, qui on sortent, là on voit, voilà, le ballon il tombe sur lui et il se retrouve seul. Alors que normalement il y en a un qui sort, ils sont là sur une ligne de 4, il y en a une ligne de 4 derrière, bon là c'est une ligne de 5, et encore une ligne de 4. C'est comme ça qu'on défend structurellement si on veut vraiment faire un bloc bas. En fait, ils sont tout le temps dans la réaction. Voilà. Ils sont jamais. C'est comme un peu la course, c'est un peu dur ce que je vais dire, mais c'est un peu comme dans une cour de récré, quand il y en a qui a un ballon, et ben il y en a tous qui vont vers un. Ah ouais, mais c'est un peu là ce qui s'est passé sur la réaction. Donc c'est pour ça qu'après, quand on essaie d'analyser un petit peu plus concrètement et objectivement, en regardant le mouvement des joueurs, on arrive à se dire, bah oui, mais non, mais là, il y a des équipes où ça joue vraiment, c'est structuré, ça joue au foot, on arrive à avoir quelque chose, une vraie identité de jeu, on arrive à voir défensivement, ils sont en place. Et il y a des équipes sur lesquelles on essaie de se dire, bah non, mais il y a Mohamed Salah, oui, mais Mohamed Salah, là, il peut pas, qu'est-ce qu'il peut faire là? Il ne peut pas faire tout seul, oui. J'enchaîne avec Faisal Salah. On va parler de la deuxième demi-finale entre le Maroc et le Nigeria. Donc le Nigeria tenu en échec pendant 120 minutes face au Maroc, mais qui a perdu, a tenu le choc, pardon, mais qui a perdu au tir au but. Donc comment évaluer cette prestation du Nigeria, d'une équipe nigériane méconnaissable, on va dire? Au Nigeria, moi je pense que je suis très déçu par rapport à la prestation délivrée par l'équipe du Nigeria, par rapport à l'entraîneur Eric Schill, déjà qui a annoncé à la conférence de presse qu'il va attendre l'équipe marocaine adverse à la défense et qu'il va jouer en bloc bas parce que ses joueurs sont fatigués. Moi j'ai pas vu le Nigeria que j'ai vu face à l'Algérie, même par rapport au tour précédent. Le Nigeria qui n'a pas montré ses qualités, un Nigeria qui n'était pas rapide, qui n'était pas efficace. J'ai vu une défense en train de subir, une défense aussi, elle était un peu lente par rapport à la physionomie du match. J'ai vu le Nigeria en train d'attendre l'équipe adverse et de ne pas dicter sa manière de jouer. Et tout simplement, quand on ne joue pas avec notre manière, on perd. On subit le match et à force, on perd. Et là, ils ont réussi à tenir pendant 120 minutes. C'est pas parce que c'est pas parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'attaquer, c'est pas parce qu'ils avaient pas les joueurs qu'il fallait, mais parce qu'ils ont juste choisi d'attendre l'équipe adverse et de ne pas jouer offensivement. C'est ça mon analyse pour ce match. Une équipe nigériane, Khaled, très timide. Quelqu'un voulait ajouter quelque chose? Il y a beaucoup d'interrogations. Timide offensivement surtout. Il y a beaucoup d'interrogations sur cette rencontre, sur l'issue de cette rencontre. Honnêtement, lorsqu'on voit le Nigeria jouer contre l'Algérie, avec la manière, avec le bloc haut, c'était un rouleau compresseur, et on voit le Nigeria hier, on pensait que c'était totalement deux équipes totalement différentes. Moi, je pensais que c'était la déclaration de leur entraîneur la veille du match. C'était un leurre, et qu'il allait brouiller les cartes de l'équipe adverse. Mais finalement, il a opté pour un bloc bas. Et lorsqu'on voit Osimhen jouer de cette manière, Lokman également, vraiment, c'était à se poser des questions, honnêtement. Même dans la série des pénaltys, pourquoi faire sortir les trois meilleurs joueurs de l'équipe n'ont pas tiré des pénaltys. Osimhen n'a pas tiré, Ouibi, il n'a pas tiré, et Lokman n'a pas tiré. Un commentaire, Khaled, par rapport à la prestation? The big question. Big question. En anglais. Grande question, honnêtement. Non, mais pareil. En fait, quand vous commencez à déjouer... Et la déclaration aussi de Shell. Oui, justement, il a crié au scandale après. Il a crié au scandale Oui, par rapport à l'arbitrage aussi. Après, moi, c'est sans vouloir éviter ce genre de sujet, déjà, la prestation. Il faut qu'il nous parle de la prestation. Comme a dit Jamel, moi, je pensais que c'était un leurre. C'est de l'intox, on va jouer en bloc bas, il va essayer de brouiller les cartes. Il l'a fait.
Il l'a fait. Pourquoi il l'a fait, je ne sais pas. Pourtant, en le faisant, c'est dénaturer son équipe, c'est dénaturer les qualités de certains de ses joueurs. Il a dit que c'était par rapport à la fatigue. C'est l'argument qu'il avait donné. Mes joueurs sont fatigués, donc on ne pourra pas aller débaucher. On n'aura pas l'énergie pour faire cette dépense d'énergie, aller défendre vers l'avant. On va attendre et agir en contre. Tu peux. Moi, c'est ce qu'il a dit. Hein, moi, non, bien sûr, mais après, c'est des stratégies. Moi, peut-être que moi, j'aurais été à sa place, j'aurais opté pour le contraire. Sachant que je n'ai peut-être pas les arguments pour tenir 120 minutes, j'aurais essayé d'attaquer pendant la première mi-temps, pardon, essayer de donner un maximum, les mettre en danger, et peut-être après la deuxième mi-temps, essayer de mieux gérer. Moi, ce qui me dérange, c'est que bon, il a fait ce qu'il a dit la veille, c'est-à-dire qu'il est resté en bloc bas, et certains moments où il a joué, il a réussi à sortir. Bien sûr. Certains moments où il a posé son jeu, il a mis en difficulté l'adversaire. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait pendant tout le match? Ça, c'est comme a dit Jamal, the big question. Donc, ouais, un peu déçu. Pareil que si on parie, maintenant, on ne va plus regarder le match d'avant. On va essayer de parier sur d'autres paramètres. J'ai regardé Algérie, Égypte, Côte d'Ivoire, je me suis dit l'Égypte. Là, on regarde Nigeria, Algérie, tout le monde dit Nigeria. Et finalement, c'est deux équipes qui ont déçu parce qu'elles n'ont pas joué sur leur qualité. Moi, c'est ce qui me dérange tout le temps, c'est pas de perdre. C'est un moment où tu joues avec tes qualités, tu as une ADN, tu as des profils par rapport à tes joueurs, tu les mets dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent s'exprimer de la meilleure des manières. C'est comme si quelqu'un vous donne le bâton pour vous faire battre. Et malheureusement, après les pénaltys, ils sont sortis. Mais tout au long du match, j'ai presque envie de dire que c'est un peu mérité. Même le fameux chat n'a pas compris. Votre analyse, on aimerait l'écouter, Karim, par rapport à ce match. Oui. Non, mais moi, si je suis de toute façon, toujours dans la partie technique, quand on joue face à une équipe qui a un bloc bas, généralement, la solution, elle vient par les côtés. On essaie de contourner le bloc en allant vite d'un côté à un autre et tout. Donc, le Nigeria, on a vu, il joue avec un 4-4-2 en losange, comme j'avais montré. Donc, ils sont très forts au milieu et sur les côtés, ils ont pas beaucoup de présence. Donc, pour coulisser, c'est compliqué et ça demande beaucoup d'énergie. Donc, surtout si on est en bloc bas, le bloc, alors les 4 du milieu, ils doivent tout le temps faire beaucoup de courses. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'était de l'intox, parce que je me suis dit, c'est pas possible, en tout cas en 4-4 de losange, de jouer en bloc bas, parce que les latéraux adverses, ils vont tout le temps être libres et ils vont pouvoir passer par les côtés. Quand tu es fatigué, en optant pour cette stratégie, tu vas encore plus te fatiguer. Voilà. Ton milieu de terrain, ce qui est ton point fort. En plus de ça, que les joueurs, ils ont les automatismes de défendre en avançant. Comme on l'avait montré, ils défendaient tout le temps en avançant. Donc, c'était de l'intox total. Moi, je ne suis pas le coach, je n'ai pas analysé les performances de l'équipe, à savoir est-ce qu'elles ont déjà joué comme ça dans le passé, est-ce que ça s'est déjà bien passé, est-ce qu'ils ont fait un bloc bas comme ça et qu'ils ont réussi à jouer en contre le Nigeria pendant les dernières années avec ce coach-là. Parce que si tu es coach d'une équipe, tu te réfères... Ça fait juste un an, je crois qu'il y est carrément. Oui, mais tu ne vas pas faire une expérimentation comme ça en demi-finale. Donc je me dis, il a dû déjà le tester, ça. S'il le dit ou qu'il le fait... Je sais pas. Ou alors c'était aussi comme ça, il fait un test à ce moment-là, c'est pas le moment. Je pourrais pas te répondre à ça. Je sais pas si vous avez déjà analysé en tout cas. Donc pour moi, d'un point de vue tactique, technique, c'est les interrogations que j'ai eues et que j'ai pas compris, tout simplement. En plus, quand tu joues comme ça bas, pour reprendre ce qu'a dit Karim, quand tu joues bas et que tu as un milieu en losange, les deux latéraux de l'équipe adverse n'ont même pas besoin de contourner le bloc. C'est-à-dire qu'ils peuvent centrer à 30 mètres et mettre du danger par descendre dans la surface adverse. Donc, je reviens à la déclaration de la veille. On est fatigué, on joue bloc bas. Et si tu es fatigué, tu ne fais pas ça. En tout cas, moi, je n'aurais pas fait ça. Nasser, votre analyse par rapport à ce match? Toujours les miettes. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est un entraîneur, il a joué contre le dernier match contre l'Algérie, avec une tactique, comme l'a expliqué Karim, avec un losange et avec un bloc haut, étouffer l'équipe adverse. Et le prochain match, subitement, on change de tactique. Ça, c'est la question que je me pose moi-même. Pourquoi il a changé? Quelle était sa pensée, ses perspectives vis-à-vis de ce match, perspectives vis-à-vis de l'adversaire? Est-ce qu'il a étudié l'équipe adverse? Ce sont des questions que je me pose jusqu'à présent, sincèrement.
Les deux équipes qui ont changé, c'est les deux équipes qui se sont fait éliminer. Les deux équipes qui sont restées fidèles à leur jeu, c'est les deux équipes qui sont passées. Qu'est-ce qui va pousser à changer, justement? Il y a des images qui sont révélatrices, honnêtement. Parce que on voit le président de la fédération marocaine devant Motsepe, l'air très serein. Quand même, c'est une demi-finale de Coupe d'Afrique. On n'a pas senti cette émotion, cet énervement même pas sur les pénaltys aussi. Et ça, il faut se poser des questions aussi là-dessus. Je ne cherche pas des pouces sur la tête d'un chauve, mais toujours est-il qu'il y a des choses qui te donnent une idée. C'est le cas aussi de l'entraîneur du Maroc, Malgragui, qui ne semblait pas très affecté, perturbé par le déroulement du match. Honnêtement, si on revoit à tête reposée, moi j'ai vu le match 2 fois, sur le cours, et j'ai revu certaines images, il y a des questions à se poser, honnêtement. Même dans la série de tirs au pénalty. Quand même. C'est-à-dire, quoi comme question? Hein? Quoi comme question à se poser? Sur les tirs au pénalty? D'abord, pourquoi les meilleurs joueurs n'ont pas tiré les pénaltys? Ces meilleurs joueurs. Et la façon de tirer. Le dernier pénalty lui a dit d'aller sur le côté et de ne pas faire de geste. Il a fait ça. Non. Soyons logiques. Jamal, Sénégal, Maroc, la finale. Un commentaire sur cette finale. Est-ce qu'on s'attendait à cette Moi, je parle de la décision, mais il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte que c'est une canne un peu bizarre. Moi, je coupe un tout petit peu par rapport à ce qui vient d'être dit, parce que moi, je me projette toujours en tant que joueur. Et j'ai du mal à croire toujours, parce que c'est vrai qu'en Afrique, il y a beaucoup de rumeurs par le passé et ce genre de choses sur des joueurs qui puissent lever le pied, ce genre de choses. Mais moi, j'ai jamais vu ça dans mon équipe où j'ai joué. Et c'est inconcevable, en fait, pour qu'un joueur il à un tel stade, parce que... Tu n'as pas joué avec le Cameroun, tu n'as pas joué avec le Nigeria. Tu as joué avec l'équipe d'Algérie, tout simplement. Mais pour moi, c'est inconcevable, en fait, qu'il y ait... Je ne pense pas qu'un joueur de l'équipe d'Algérie lève le pied. Non, mais c'est inimaginable d'une manière générale. Je veux dire, on a toute notre vie, on a travaillé tellement dur pour arriver à ce stade-là. Et arriver à ce stade-là... Ça peut arriver, moi, je ne sais pas, peut-être que je suis un peu trop naïf, mais... Il y a tellement de choses. Ça s'est passé même en championnat de France. Je me rappelle Valenciennes-Marseille. Donc, pour ce genre de choses, lorsqu'on fait de cette compétition, comment dirais-je, je ne peux la décrire, c'est quelque chose d'énorme pour le pays d'accueil, s'il perd cette finale. C'est énorme, ça je peux te l'assurer. Merci. Donc, on est capable de tout. Merci Jamal. Merci, on arrive à la fin de Cannes Show d'aujourd'hui. Avant tout, rendre hommage au journaliste Mohamed Soumaré, qui est mort dans des circonstances non élucidées encore. Un ami de l'Algérie aussi. Il a étudié ici en Algérie. C'était un supporter d'Al-Harrach. Il est né à Al-Harrach. C'était un grand journaliste malien. Voilà. Nos sincères condoléances à sa famille. Merci d'avoir été là, messieurs, avec moi. Merci de nous avoir suivi. Rendez-vous demain, même heure, même chaîne. Au revoir. مع جيزي عيشوا المستقبل من الآن واستفيدوا من إنترنت مهداة تصل إلى غاية 25 جيجا. للالتحاق بالجيل الخامس تقربوا من وكالات جيزي ونقاط البيع المعتمدة أو اتصلوا ب777. جيزي عيش المستقبل. The future is now.